parler de la relation que semble entretenir Baudelaire, excellent lecteur de Ronsard. Alors pour vous en convaincre, je voudrais mettre en écho deux textes qui vous permettront de comprendre la relation qu'il y a entre ces deux auteurs et qui vous permettront de comprendre que non seulement Baudelaire était un excellent lecteur de Ronsard, mais qu'en plus Baudelaire s'est amusé à traduire Ronsard pour les modernes et quelque part qu'il les a un peu pris pour des cons, et ça, c'est pas pour me déplaire. Alors pour commencer, je voudrais simplement voir avec vous un petit texte extrait des Amours de Cassandre, qui se trouve dans Gallica et que vous pourrez regarder par vous-même dans la page 61 de l'édition originale. Alors le texte est extrêmement amusant parce qu'il est très moderne dans sa typographie et il y a un véritable effet waouh pour un lecteur de la Renaissance qui découvre un peu cette nouvelle façon de présenter les textes, qui découvre cette façon d'écrire des sonnets qui est extrêmement amusante et pleine de nouveautés et pleine de charme. Alors ce texte de Ronsard dit la chose suivante. Épouvanté, je cherche une fontaine pour expier un horrible songé qui toute nuit ne m'a fait que ronger l'âme effrayée au travail de ma peine. Il me semblait que ma douce inhumaine criait « Ami, sauve-moi du danger » auquel par force un larron étranger par les forêts prisonnières m'emmène. Lors en sursaut où me guidait la voix, le fer au poing je brossais dans les bois, mais en courant après la dérobée, du larron même assaillir me suis vu, qui me perçant le cœur de mon épée, m'a fait tomber dans un torrent de feu. Alors ce sonnet est un sonnet facture française, on a deux quatrains, un distique à la volte, un quatrain final et une pointe, m'a fait tomber dans un torrent de feu. Première chose que je voudrais dire, c'est que ce texte est d'une inspiration originale parce que c'est une inspiration de cauchemar. C'est ce que dit Ronsard lorsqu'il dit qu'il a fait un horrible songé. L'horrible songé, c'est évidemment l'évocation du cauchemar. Cette poésie qui tire sa source du côté du mal, en réalité, n'est pas inintéressante et elle domine en fait toute la tonalité du poème. Le récit du cauchemar est absolument circulaire. Le premier vers, « Épouvanté, je cherche une fontaine pour expier un horrible songé », en fait écho à la pointe. Pourquoi le poète cherche-t-il une fontaine pour expier son cauchemar? Parce que, et ça on l'apprend au dernier vers, il a été précipité dans un torrent de feu. Donc en réalité, il y a une vraie circularité qui est mise en scène ici. Le poète est précipité dans le torrent, il se réveille et cherche une fontaine pour expier son cauchemar, puis récit du cauchemar, et enfin on remonte, etc., etc. La structure du sonnet circulaire fait comprendre que le cauchemar est un cauchemar sans fin en réalité. Il est emprisonné lui-même dans cette espèce de boucle infinie qui l'amène du feu à la fontaine, de la fontaine au feu. La tonalité, l'inspiration du sonnet, c'est assez intéressant pour Ronsard, est très médiévale. On le voit lorsque, par exemple, il dit qu'il va le fer au poing brosser dans les bois. Lorsqu'il évoque la fontaine, qui fait penser aux fontaines magiques dans Yvain le Chevalier au Lion, par exemple, chez Chrétien de Troyes, la traversée de la forêt, qu'on retrouve là encore dans Chrétien de Troyes, que ce soit dans Lancelot ou dans Yvain. On peut repenser à cet épisode dans Aucassin et Nicolette, où Aucassin traverse la forêt et se fait déchirer d'épines sans arriver à retrouver Nicolette. La tonalité du sonnet est donc très médiévale et plonge en fait le poète dans une espèce de féerie cauchemardesque, antique, dont la Renaissance, quelque part, marque à la fois la fin et le renouveau. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est ce passage où le poète nous dit qu'il veut expier un horrible songé. Le mot expier ici n'est pas anodin, parce que, en français, que cherche-t-on à expier? On expie ses crimes, on expie ses péchés. Il cherche une fontaine pour expier ses péchés, ce qui signifie que quelque part il est en quête d'une rédemption quasi symbolique, qu'il s'agisse des eaux magiques d'une fontaine de jouvence qui pourrait lui permettre de nettoyer sa conscience, ou des eaux du baptême qui clarifieraient là encore son âme du péché qu'il a commis. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut se demander, mais de quoi est-il coupable? Est-il coupable d'avoir fait un cauchemar? Personne n'est coupable de ces cauchemars. Mais peut-être que la solution est dans le texte lui-même du sonnet. Car dans le texte, il y a bien quelqu'un qui aurait des crimes à expier. Qui? Celui qui enlève la douce inhumaine, celui qui enlève la dérobée, et qui, à la fin du sonnet, nous dit le poète, perce le cœur de sa propre épée pour le plonger dans les torrents de feu. Alors, qui est
le poète des premiers vers? Celui qui a subi le cauchemar et qui en est la victime, ou celui qui a pris l'épée pour transpercer le poète et le précipiter dans le feu? Il y a là une ambiguïté qui mérite d'être creusée, parce que si, en se réveillant, le poète cherche à expier son crime, c'est probablement qu'il est lui-même celui qui tient l'épée. Et d'ailleurs, l'ambiguïté est entretenue jusqu'à la fin du sonnet, puisque le poète nous dit bien que le larron a assailli le poète et l'a transpercé de sa propre épée. Il ne faut donc pas être grand clerc pour comprendre que le larron qui enlève la douce inhumaine et qui tue le poète, et le poète lui-même, ne sont probablement qu'une seule et même personne. Celui qui, par l'inspiration poétique, court après un objectif inaccessible, la douce inhumaine, c'est le poète qui se met en mouvement et qui cherche une inspiration maléfique, la source de sa propre écriture poétique, et c'est cette rencontre avec lui-même qui cherche à dérober la douce inhumaine et à lui apprendre sa beauté, son amour et tout ce qu'elle peut lui apporter, qui entraîne la souffrance du poète et le précipite dans le torrent de feu de cette passion qui le consume et qui l'anime et qui le réveille, lui faisant prendre conscience qu'il est à la fois la victime et le bourreau. Alors vous me voyez venir. Dans ce texte de Ronsard, qui nous amène à comprendre que le poète cherche son inspiration du côté du mal dans cette rencontre avec lui-même, à la fois victime et bourreau, on retrouve les échos d'un texte bien postérieur. Je veux parler évidemment de Leontentiem Oroumenos de Baudelaire. Je vous le relis. Je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher, comme Moïse le rocher, et je ferai de ta paupière, pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance. Mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs salés nagera. Comme un vaisseau qui prend le large et dans mon cœur qu'ils souleront, tes chers sanglots retentiront comme un tambour qui bat la charge. Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord? Elle est dans ma voix, la criarde, c'est tout mon sang ce poison noir, je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamnés, et qui ne peuvent plus sourire. Alors vous voyez que Leontentiem Oroumenos, quelque part, fait un peu écho au sonnet de Ronsard que je viens de lire. Il y évoque de la même façon, au tout début, le désir gonflé d'espérance qui jaillit des eaux de la souffrance. N'est-ce pas là une évocation du thème de La Fontaine pour expier les horribles songers dont parlait Ronsard? Et bien sûr, il y a dans ce texte un écho flagrant dans cette rencontre avec lui-même, à la fois victime et bourreau. Je suis la plaie et le couteau, et la victime et le bourreau. Et Leontentiem Oroumenos, en grec, ça veut dire « je suis le bourreau de moi-même ». Mais c'est exactement ce que cherchait à dire Ronsard, en fait, au XVIe siècle. À la Renaissance, dans ce texte-là, il cherche à dire « je suis le bourreau de moi-même en entretenant par l'écriture la passion qui m'anime, la passion qui me brûle et qui me précipite dans les torrents de feu ». Ce qu'a très bien compris Baudelaire. En fait, il dit et démontre ce que Ronsard avait déjà écrit à la Renaissance en faisant de la source même de son inspiration le poison, la mélancolie qui anime son âme. Cette mélancolie-là, sa source est française. C'est la même mélancolie, c'est le même empoisonnement du sang qui anime Ronsard lorsqu'il écrit « Épouvanté, je cherche une fontaine pour expier un horrible songer ». Et donc, on voit ici que Baudelaire et Leontentiem Oroumenos, bourreau de lui, de soi-même, en réalité, trouvent dans le renouvellement d'une inspiration moderne les échos de la poésie renaissante. Il ne renonce pas au schéma du chevalier qui brosse dans les bois et qui entretient, objet inaccessible, cet amour qui le motive à écrire et qui devient du coup la seule satisfaction de son écriture poétique. C'est-à-dire ressasser ce mal qui fait de lui à la fois la victime et le bourreau, la chose nécessaire, rire éternel, pour pouvoir avancer un peu dans la conquête de la poésie. L'écho entre Baudelaire et Ronsard est encore plus flagrant dans d'autres textes que vous connaissez sans doute et dont je voudrais quand même vous dire un mot.
Alors il y en est un qui est particulièrement violent chez Baudelaire, particulièrement horrible, qui frappe les esprits. Je veux parler d'une charogne. Alors dans l'édition originale des Fleurs du Mal, le texte se présente ainsi. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe, comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons, de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'évassaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée et que l'artiste achève, seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine, qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Le texte est absolument horrible en réalité. La rencontre avec la décomposition ici biologique de la charogne et l'allusion directement faite à la mort à venir de la vanité de cette pauvre femme dont il était pris, qui cristallise dans la pointe du texte. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine, c'est-à-dire au ver, à la corruption du corps, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés, fonctionne parfaitement comme un miroir, un peu comme le tableau de Goya, ¿Qué tal las viejas?, où, dans le reflet de la vieille, la mort arrive avec son balai pour balayer les corps décomposés de ces femmes que l'on a aimées dans leur jeunesse et qui, finalement, ont refusé les avances du poète pour d'autres raisons. Tout le texte consiste en fait à mettre en valeur l'attitude poétique de Baudelaire. Parce que ce qui compte en réalité ici dans le texte, c'est lorsqu'il dit « Moi, j'ai gardé la forme et l'essence divine. Le corps pourrira, mais c'est dans la poésie, dans le souvenir que vous laisserez à travers mon travail de poète, que vous survivrez. Le corps se décomposera et vous direz à la vermine que votre âme est dans la poésie et votre corps est voué à être comme une charogne. La rencontre est biologique, putride, l'évocation des mouches, tout est destiné à évoquer l'effroi, l'horreur, la stupéfaction, la répugnance. Mais ce motif de la décomposition biologique annoncée et la violence avec laquelle c'est fait, on y a déjà été habitué dans la poésie française. Baudelaire, de ce point de vue-là, n'innove pas. Relisez donc le texte de Ronsard que vous connaissez peut-être par cœur, Quand vous serez bien vieille. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, direz, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors, vous n'aurez servante oyant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom ne saille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre et fantôme sans eau, par les ombres myrteux je prendrai mon repos, vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain, vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Ronsard, dans Quand vous serez bien vieille le soir au coin du feu, fait exactement la même annonce à la femme qu'il aime.
je serai parmi les ombres myrteux, mais les gens se souviendront de moi, qui conserve l'essence divine, dirait Baudelaire, parce que je suis poète, et vous ne serez plus qu'une petite vieille attendant la mort, toute fripée, toute ridée, et vous vous souviendrez d'une seule chose, à savoir que j'ai chanté votre amour. Le cueillir dès aujourd'hui la rose de la vie, qu'on associe toujours à l'espace horatien, au carpe diem, etc., à cette vision très épicurienne de l'existence, fait quand même écho au texte que l'on connaît déjà. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu cette véprée ce soir, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Si vous mettez quand vous serez bien vieille et mignonne, allons voir si la rose côte à côte, vous retrouvez très exactement les motifs de la charogne. Alors, la rencontre est florale, la rencontre est plus délicate chez Ronsard, plus subtile, parce que le matin c'est une jolie rose et le soir c'est une rose flétrie. Mais le message est d'une violence incroyable pour celui à qui il est adressé. Voyons si vous qui êtes toute fraîche ce matin, eh bien voyons si vous vous souvenez que bientôt vous serez toute flétrie, toute pourrie, comme l'est cette rose morte. Alors, d'une certaine façon, Baudelaire, dans Une charogne, ne fait que traduire ce que Ronsard a dit. Il le dit très explicitement. Il remplace la rose par la charogne. Il remplace la rencontre florale par une rencontre organique. Mais l'image de la charogne, c'est l'image de ce corps décomposé, au même titre que la rose se décompose le soir quand elle est flétrie et pourrie. Le vampirisme dont se réclame Baudelaire est très exactement le même vampirisme, très à la mode d'ailleurs dans les ambiances des cours de Médicis depuis Marcille Ficin, depuis la fin du XVe siècle, le même vampirisme qui se nourrit de la jeunesse et de la beauté de Cassandre ou d'Hélène, lorsque Ronsard s'en éprend pour les sublimer en objets littéraires. Ce qui compte en réalité, pour Baudelaire comme pour Ronsard, c'est de conserver l'essence divine dans le texte et à séparer la forme de l'essence divine, l'âme, l'inspiration, et abandonner le corps à la pourriture à laquelle il est promis. Tout l'enjeu des textes de Ronsard, c'est ça, c'est de mettre en scène ce vampirisme, cette inspiration maléfique, dont on retrouve encore des échos dans Épouvanté, je cherche une fontaine, évidemment, je suis la plaie et le couteau, la victime et le bourreau, et qu'on retrouve très exactement dans Une charogne et dans Mignonne, allons voir si la rose, ou dans À une charogne et Quand vous serez bien vieille le soir au coin du feu. L'idée est de tendre un miroir à la belle inhumaine dont on est tombé amoureux pour lui rappeler, à la façon de Goya, qu'Étale, que quand elle sera vieille, morte, corrompue, pourrie, il ne restera d'elle qu'un souvenir universel, celui partagé et offert par le tombeau littéraire du texte poétique, dont le poète, Ronsard comme Baudelaire, sont les démiurges qui permettent à ce souvenir de survivre 5 à 600 ans après. Et réfléchissez bien, pourquoi se souvient-on encore aujourd'hui de Cassandre Salviati? Parce que Ronsard en a parlé. C'est donc bien lui qui, se nourrissant de la jeunesse de cet enfant, lui a permis et lui a offert un corps éternel dont on se souvient encore aujourd'hui. Cette image est très frappante et il est probable que l'on retrouve des échos de cette inspiration dans la poésie de Baudelaire. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que trop souvent, on tire Baudelaire du côté d'une inspiration romantique à l'anglaise, du côté de Lovecraft ou je ne sais quoi, Lautréamont, Maldoror. Mais il y a dans la poésie française, depuis ses premiers débuts, les ferments d'une inspiration maléfique, d'une inspiration cauchemardesque, qui fait du vampirisme et de cette réflexion sur le tombeau littéraire quelque chose d'extrêmement frappant. La modernité, le XIXe siècle, s'en est grandement inspiré, et d'une certaine façon, Baudelaire a réussi à peindre de manière grotesque, obscène et frappante, ce que Ronsard était parvenu à dire d'une manière subtile, mais trop souvent inaudible pour les lecteurs contemporains. D'une certaine façon, Baudelaire a traduit Ronsard. Baudelaire est le traducteur.